Aujourd'hui, nous parlerons du milliardaire Elon Musk qui s'empare d'une partie du pouvoir à Washington. Nous parlerons aussi de notre pays et du ministre Theo Franke qui comprend que le président Trump menace le Groenland. Et enfin, nous discuterons avec le député européen Marc Botenga de la guerre sale en République démocratique du Congo qui a fait déjà des millions de morts. Ceci est Tout bascule, un nouveau podcast mensuel sur un monde en plein basculement. Vous ne voulez rien manquer à l'avenir, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme préférée. Je suis votre hôte, Peter Mertens. Il se passe quelque chose inimaginable à Washington. Et en Europe, presque personne n'en parle. Écoutez. Nous sommes ici en tant que membres élus du Congrès. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'un milliardaire non élu et son équipe ont obtenu un accès total et illimité à l'argent de nos contribuables et à notre gouvernement. Un juge a statué pour interdire au département de l'efficacité gouvernementale d'Elon Musk d'accéder aux informations du département du Trésor. Personne n'a élu Elon Musk et ses jeunes hackers qui se trouvent dans ces bâtiments. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, est devenu l'un des fonctionnaires les plus puissants du gouvernement Trump. Bien qu'il n'ait été élu par personne, Musk est en train de couper dans le budget de plusieurs agences gouvernementales. Et pour cela, il s'est octroyé illégalement l'accès au système de paiement du gouvernement fédéral des États-Unis. Il copie les données sur un serveur privé, son propre serveur privé, et supprime les paiements qui ne lui conviennent pas. Entre-temps, 2 juges fédéraux ont déjà déclaré que c'était totalement inconstitutionnel et des manifestations éclatent dans tout le pays sous le slogan « Nobody elected Elon ». Personne n'a élu Elon. J'en ai discuté la semaine dernière avec Brian Becker, animateur du podcast The Socialist Program à New York, et je lui ai dit qu'en Europe, on ne parle pratiquement pas de cette prise de pouvoir par Musk. Il n'en revenait pas. Ici, il me disait, c'est à la une des journaux depuis 2 semaines, c'est le premier sujet à la télévision, tout le monde en parle. D'accord, alors qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, comme tout le monde le sait, Donald Trump a été élu comme président des États-Unis. Il a remporté le vote populaire avec 1,5% d'avance sur les démocrates qui, avec une campagne incroyablement maladroite, ont fait tout leur possible, vraiment tout leur possible pour perdre. Celui qui n'y s'est pas présenté aux élections, c'est Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète et probablement aussi le plus riche de l'histoire de l'humanité. Lui, Elon Musk, il ne pouvait pas se présenter car il n'est pas né aux États-Unis. Il est né en Afrique du Sud, dans une famille pro-apartheid, parce que personne n'a le droit d'entrer dans le système de paiement du gouvernement fédéral. Personne, sauf quelques fonctionnaires formés et agréés. Un membre du Congrès n'y a pas accès. Un ministre n'y a pas accès. Même le président Trump, donc, n'y a pas accès. Et certainement pas un milliardaire non élu comme Elon Musk. Musk, maintenant, s'est entouré de 5 jeunes, vraiment jeunes informaticiens, fraîchement diplômés, qu'il a amenés avec lui sur les serveurs du Trésor américain. Il leur a demandé de copier les données privées sur un serveur privé. Non, pas un serveur privé, son serveur privé à lui. Et que fait-il d'autre? Il annule à sa guise un certain nombre de paiements qui ne lui plaisent pas. Tout cela est absolument illicite. Musk a déjà suspendu plusieurs paiements. Il a coupé les fonds de USAID, donc l'Agence pour la coopération au développement. Il a suspendu quelques paiements au Consumer Financial Protection Bureau, donc l'organisme chargé de lutter contre la corruption. Voilà, suspendu les paiements. Il a bloqué des finances destinées à la General Service Administration, donc le département qui assure le bon fonctionnement des agences fédérales. Il a gelé les fonds du département de l'éducation. Oui, du département de l'éducation. Gelé les fonds, donc le ministère de l'éducation fédérale. Il a stoppé les paiements à la Federal Emergency Management Agency, donc c'est l'agence qui coordonne la gestion des catastrophes
aux États-Unis. Non, les incendies en Californie, ça n'existe pas. Non, on gèle, on stoppe les paiements. Donc, plusieurs de ces ministères et services ne reçoivent plus de financement ou ne perçoivent qu'une partie de leur budget. L'homme le plus riche de la planète, lui, Elon Musk, contrôle désormais le système de paiement de tout le pays. Il met la trésorerie de plusieurs départements en pause, en pause, comme si de rien n'était. Conséquence, au moins 8800 fonctionnaires fédéraux ont déjà été licenciés ou suspendus par Musk. Voilà, décision. Musk décide étrange comme un empereur. Conséquence, Musk peut aussi démanteler ce qu'il n'aime pas. Il décide lui-même. Par exemple, il est en train de détruire le Consumer Financial Protection Bureau, le CFPB. Et donc, le CFPB, cet organisme, il traque la fraude et protège les consommateurs contre les escroqueries en ligne et autres abus financiers. Donc, c'est un système de protection pour les consommateurs. Mais il va disparaître. Et donc, sur X, Elon Musk a tweeté RIP SFPBB et accompagné son tweet avec une émoticône de pierre tombale. Voilà. L'agence fédérale chargée de protéger les consommateurs enterrée. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce que ce même CFPB était en train d'enquêter sur X, anciennement Twitter, propriété de Elon Musk. Musk veut transformer X en un système de paiement permettant aux utilisateurs de s'envoyer de l'argent via un portefeuille virtuel. Et cette idée a été examinée de près par le CFPB. Mais Musk conteste la surveillance exercée par cette agence gouvernementale. Il est même allé jusqu'à s'introduire dans les systèmes informatiques du CFPB afin de paralyser son action. Bon, c'est facile tout ça. C'est plus que facile, c'est hallucinant, quoi. Tout ce que Musk n'aime pas doit disparaître. Et donc, lui, Elon Musk, il applique une idéologie radicalement hostile à l'État, à l'image même du président d'extrême droite argentin, Javier Milei. Nous ne sommes pas d'accord avec la protection des consommateurs, supprimons-la. Nous ne sommes pas d'accord avec la réglementation du temps de travail, supprimons-la. Nous ne sommes pas d'accord avec les règles qui encadrent Wall Street après la crise financière de 2008, supprimons-les. Nous ne sommes pas d'accord avec la coopération au développement et l'aide aux millions de malades du VIH, supprimons-les. Une enquête interne, entre-temps, du ministère des Finances a qualifié l'accès du groupe de Musk au système de paiement fédéral, je cite, la plus grande menace interne à laquelle le Fiscal Service Office ait jamais été confronté. Voilà, la plus grande menace jamais vue. Et le Financial Times, donc journal boursier de droite, qualifie les actions d'Elon Musk au sein du gouvernement fédéral de, je cite, prise de pouvoir, a power grab. Voilà. Et c'est à la une de tous les journaux aux États-Unis. C'est le premier sujet de l'actualité depuis des semaines entières. Mais ici en Europe, pas un mot. Et donc, pour être clair, en Belgique aussi, tout le monde ne peut pas pénétrer dans le système de paiement du gouvernement fédéral. Moi, je ne peux pas, en tant que parlementaire, entrer dans ce système. Les décisions politiques sont prises par le Parlement et les fonctionnaires les exécutent, notamment via le système de paiement. Mais ni les parlementaires, ni les ministres n'ont eux-mêmes accès à ce système. Imaginez, par exemple, que la famille frère donne 10 millions d'euros à Bart de Wever ou Boucher pour sa campagne électorale et qu'après les élections, Bart de Wever ou Boucher nomme l'un des membres de la famille frère en tant que soi-disant shérif anticorruption. Voilà. Et ensuite, cette famille frère s'introduit dans le système de paiement du gouvernement fédéral, copie toutes les données sur un serveur privé et supprime les paiements qui ne lui plaisent pas. Le pays serait en ébullition. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. Et ici, personne n'en a entendu parler. Mais il y a aussi la résistance. Donc, par exemple, le procureur général de New Jersey,
Matthew Platkin, a déclaré, je cite, « Trump a permis à un milliardaire non élu d'infiltrer des agences fédérales contenant des numéros de sécurité sociale, des données bancaires et d'autres informations extrêmement sensibles concernant des millions de citoyens. » Voilà. Le procureur général de New Jersey. Il parle sur un milliardaire non élu. Il parle sur un milliardaire non élu qui a désormais accès aux données confidentielles de millions de personnes. C'est ça qui se passe. À ce jour, aujourd'hui, déjà 2 juges fédéraux ont rendu une décision de justice condamnant l'accès d'Elon Musk à ces données sensibles. D'abord, il y a eu le juge Paul Engelmayer. Lui, il a émis une injonction d'urgence interdisant au groupe de Musk d'accéder aux bases de données. Et l'autre, c'est le juge John Bates qui a ordonné aux services de santé fédéraux aux États-Unis de restaurer immédiatement les bases de données qui avaient été supprimées sur ordre de Musk. Et en plus, 19 procureurs généraux ont intenté une action en justice pour bloquer l'accès de Musk aux documents financiers du gouvernement. 19 procureurs généraux. Un juge fédéral bloque temporairement l'accès de l'équipe d'Elon Musk aux données et au système de paiement du département du Trésor. Cela fait suite à une action en justice intentée par 19 États contre l'administration Trump pour avoir accordé à Elon Musk et à ses alliés des données personnelles sensibles de millions d'Américains, y compris des numéros de sécurité sociale et des informations bancaires. Donc un juge fédéral bloque temporairement l'accès de l'équipe d'Elon Musk aux données et au système de paiement du département du Trésor. Et que fait Donald Trump? Que fait le président des États-Unis? Et voilà, il ignore tout simplement ces décisions de justice. Je répète, il ignore les décisions de justice. Il continue comme si de rien n'était et personne ne l'en empêche. Non, il a organisé en réaction une conférence de presse sur toute cette affaire aux côtés d'Elon Musk dans son bureau, le bureau du président, dans le bureau ovale. Et donc, oui, il faut le voir sur YouTube. C'était une conférence de presse totalement surréaliste. C'était dingue. Donc, Trump, lui, il est assis derrière son bureau, la Maison-Blanche, et on dirait qu'il est installé dans une chaise bon marché d'un hôtel bas de gamme. Et pendant ce temps, Elon Musk, lui, il se tient debout. Et lui, Elon Musk, dirige la conférence de presse et répond aux journalistes. Et si tu ne le savais pas, tout laisse à penser que Musk est le véritable président et Trump son simple assistant, quoi. Et donc, un journaliste interroge alors Elon Musk sur un possible conflit d'intérêts, soulignant qu'il a reçu, donc Musk a reçu des milliards de dollars du Pentagone, donc c'est-à-dire l'armée américaine, et qu'il est désormais chargé de superviser ses flux financiers lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas question d'un certain conflit d'intérêts? Et donc, Musk, lui, il répond... La transparence est ce qui inspire la confiance, pas simplement quelqu'un qui a l'air digne de confiance. Ce n'est pas parce que quelqu'un projette de la confiance qu'il est fiable. Mais avec de la transparence, on peut voir ce qui se passe et savoir si je fais quelque chose qui profite à mes entreprises ou non. C'est parfaitement clair. Voilà, pas de problème, tout est transparent, c'est parfaitement clair. C'est sa réponse. Sauf que cette semaine, l'entreprise spatiale de Musk, SpaceX, a signé un contrat supplémentaire avec la NASA, ce qui lui rapporte 7,5 millions de dollars de plus en fonds publics. Voilà, cette semaine, voilà encore 7 millions d'argent public pour son entreprise à lui, Musk, qui avait déjà touché presque 4 milliards de dollars de la part du gouvernement. Mais non, aucun conflit d'intérêts. Non, absolument aucun. Tout est transparent, c'est parfaitement clair. Et ensuite, Trump, qui est encore assis derrière son bureau, il intervient pour défendre Musk. Donc, il faut l'écouter. Nous ne laisserions pas Elon Musk s'occuper de ce domaine ou y jeter un œil si nous pensions qu'il y avait un manque de transparence ou un conflit d'intérêts. C'est un grand homme d'affaires, un homme qui réussit. C'est pour cela que nous voulons qu'il fasse cela. Waouh!
Donc Trump dit, Elon Musk, c'est un grand homme d'affaires, c'est un homme qui réussit, donc il peut tout se permettre. Mais la réalité, c'est que Musk est aussi un homme d'affaires prospère parce qu'il décroche les uns après les autres des contrats gouvernementaux de plusieurs millions auprès d'un gouvernement dont il fait désormais partie lui-même. Il faut savoir que ces 10 dernières années, les contrats de SpaceX et Tesla, donc les firmes de Musk, avec le gouvernement américain, ont représenté pas moins de 18 milliards de dollars. C'est fou, c'est fou. Et c'est cette logique qui est en train de s'imposer. Donc eux, ils disent, l'État doit être géré comme une multinationale. L'État doit être dirigé par des businessmen à succès. Confions-leur les rênes et tout ira mieux. Sauf que non, pas du tout. Une multinationale est là pour maximiser ses profits. Point final, maximiser les profits. Et c'est littéralement l'opposé de ce qu'est un État. L'État est là pour faire fonctionner la société. L'État doit assurer les services publics, les infrastructures, la cohésion sociale, la santé, l'éducation, la sécurité. C'est le contraire d'une multinationale. Et donc certains disent, oui, mais l'idée que le président des États-Unis taille dans l'administration publique, ce n'est pas nouveau, et c'est juste. Reagan l'a fait, George W. Bush l'a fait, Bill Clinton l'a fait. Mais cela s'est toujours fait après un débat au Congrès, au Parlement, après des discussions dans différentes commissions. Et ici, aujourd'hui, c'est différent. Ici, c'est un milliardaire sud-africain qui prend directement le pouvoir, lui-même. Et donc, dans le monde des affaires, on appelle cela une prise de contrôle hostile. Hostile takeover. Elon Musk a fait une offre de 97,4 milliards de dollars pour acheter OpenAI, dans le but de prendre le contrôle de l'entreprise derrière ChatGPT. Voilà, Musk, entre-temps, est en train de négocier un accord de 100 milliards de dollars pour racheter l'entreprise derrière ChatGPT. Et de cette manière, il cherche également à prendre le contrôle de l'intelligence artificielle. Contrôler tout quoi. X, le pouvoir aux États-Unis, l'intelligence artificielle. Et donc, il faut savoir que son offre de rachat pourrait aboutir à l'une des plus grandes acquisitions de l'histoire. C'est une transaction énorme, d'une ampleur gigantesque. Et pour la mener à bien, bénéficier du soutien de l'État américain est un atout majeur. Et qui est là? C'est Elon Musk lui-même. Et pendant ce temps, c'est ce même Musk qui dirige désormais une partie de l'appareil d'État et qui est ami avec le président. Donc un tel niveau de pouvoir et d'influence rappelle les robber barons ou barons voleurs, ces industriels toutes puissantes contre lesquels les États-Unis ont lutté pendant 150 ans dans le cadre de la tradition antitrust. S'assurer qu'aucun monopole devienne trop puissant, ne pas donner au patron de ces monopoles les clés de l'État. Et c'est précisément ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Cette classe de milliardaires a pris le pouvoir et elle se sert outrageusement. On a vu d'ailleurs, dès l'investiture de Donald Trump, parce que tout le monde a vu cette première rangée lors de la prestation de serment de Trump, un milliardaire aussi à côté de l'autre. Elon Musk était là, avec une fortune de plus de 250 milliards de dollars. Jeff Bezos, le chef d'Amazon, avec une fortune de 200 milliards de dollars. Mark Zuckerberg, c'est le grand patron de Meta, anciennement Facebook, fortune plus de 100 milliards de dollars. Le PDG de Google, Sundar Pichai, Tim Cook, le patron d'Apple aussi, le PDG d'Uber. Ils étaient tous là. C'est vraiment une oligarchie. Il n'y a jamais eu une telle concentration de pouvoir économique. Vraiment, jamais dans l'histoire, une telle concentration de pouvoir économique. Et maintenant, ils obtiennent aussi le pouvoir politique. Wow. 9, ils sont 9. 9 d'entre eux ont reçu un poste dans le cabinet de Trump. 9 milliardaires. 9 personnes avec un pouvoir économique énorme qui reçoivent maintenant aussi le pouvoir politique. Wow. Et un de ces hommes, c'est un PDG d'un fonds spéculatif. Il reçoit les clés du ministère des Finances.
c'est pas un joke. C'est comme ça. C'est Scott Bessent, il s'appelle. Il devient ministre des Finances. Donc lui, c'est un milliardaire. Et sa première décision sera de prolonger les avantages fiscaux accordés aux millionnaires. Wow! Donc, c'était une mesure instaurée par Trump en décembre 2017 et initialement prévue pour expirer cette année. Et donc, le nouveau ministre des Finances va le prolonger. Donc, Scott Bessent, millionnaire lui-même, s'offre à lui-même et à ses amis milliardaires un immense cadeau sous forme d'exonération fiscale, sans le moindre scrupule. C'est vraiment un pur mécanisme d'auto-enrichissement. Voilà ce qui est devenu le capitalisme aujourd'hui, corrompu et décomplexé. Des milliers de manifestants ont défilé devant les capitales des États à travers le pays aujourd'hui pour protester contre le président Trump et le milliardaire Musk. Des manifestants crient « Expulsez Elon Musk, expulsez Elon Musk ». Deport Elon Musk, expulsez Elon Musk, le slogan est trop bien, quoi. Donc, malgré le silence des 2 premières semaines, une grande vague de contestation est en train de se lever sur plusieurs fronts. Par exemple, il y a les grèves écoliers contre la politique de déportation. Par exemple, les élèves ne veulent pas que leurs potes dans la classe soient déportés. Ils se mettent en action. Il y a aussi des immenses rassemblements contre Elon Musk partout aux États-Unis. Il y a les actions collectives en justice menées par le FBI contre Trump. Il y a aussi la résistance juridique de plusieurs gouverneurs. Il y a les procès intentés par les plus grands syndicats aux États-Unis. Tout ça, cela se passe. Et oui, il est difficile d'avoir une vision claire de l'ensemble aujourd'hui parce que les médias contrôlés par Trump et Musk, Fox News et autres, ils filtrent l'information. Mais une chose est certaine, la contestation grandit et Trump et Musk se font de plus en plus d'ennemis. Et voilà, vous l'avez entendu, nous avons un nouveau gouvernement appelé l'Arizona. Wow! L'Arizona, c'était aussi un État aux États-Unis et la plus grande partie de l'Arizona appartenait autrefois au Mexique, mais a été acheté par les États-Unis en 1854. Au 19e siècle, Washington achetait simplement des pays entiers. Et le président Trump rêve aujourd'hui de refaire la même chose. Nous l'avons abordé dans la première partie de cet épisode, Tout bascule. Le gouvernement Arizona, donc en Belgique, avec Bart De Wever comme Premier ministre, la toute première fois qu'un nationaliste flamand dirige notre pays. Et donc, oui, les négociations ont été longues et difficiles, mais finalement, un gouvernement a été formé. Et ce gouvernement veut économiser des milliards sur la sécurité sociale et les retraités, les personnes en incapacité de travail de longue durée et les nouveaux arrivants en seront les principales victimes. Le premier débat sur l'Arizona a duré 40 heures. Quelle folie! 40 heures. Et à peine une semaine après la prestation de serment du Premier ministre De Wever, 100 000 personnes étaient déjà dans les rues de Bruxelles pour protester contre ce gouvernement et ses mesures. J'ai introduit ici quelques extraits des manifestants. On est là pour le futur des jeunes et pour l'avenir de nos pensions. Je viens manifester justement pour les pensions, parce que bon, voilà, je trouve illogique qu'on doive travailler quand même jusqu'à 67 ans. Et je pense qu'il y a un moment donné, il faut quand même comprendre que les vieilles personnes, les gens qui sont à un âge avancé, puissent partir à la retraite dignement et qui puissent profiter de leur pension tant qu'ils sont encore en bonne santé, quoi. Beaucoup de gens sont descendus dans la rue à propos des retraites. Et ce n'est vraiment pas un hasard si le débat au Parlement a été particulièrement intense sur ce sujet. Et donc, dans le Parlement fédéral, notre député PTB Kim De Witte a dénoncé le malus pension. Le nouveau gouvernement veut que les gens travaillent coûte que coûte plus longtemps. Ils veulent forcer le plus grand nombre possible de personnes à travailler jusqu'à l'âge légal de la pension. Aujourd'hui, 66 ans et qui passera à 67 ans en 2030. Et ceux qui prennent leur pension plus tôt risquent une pénalité financière importante, le malus.
Pour une pension moyenne, ce malus peut atteindre 400 ou même 500 € par mois. Et donc, Kim de Witte a calculé qu'au moins un tiers des travailleurs qui prennent leur pension anticipée ne rempliront pas les conditions et subiront donc cette sanction. Et quelle a été la première réponse du ministre fédéral des pensions, Jan Jambon? Écoutez. Il sera très difficile de s'opposer à l'inflation de mensonges et de tromperies qui viennent de ce côté du Parlement. Mais ce sera un vrai défi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne au Parlement. Donc l'un présente les faits, l'un présente les mesures précises du gouvernement. Et l'autre, le ministre, répond « C'est une inflation de mensonges et de tromperies. » Mais c'est pas tout. Écoutez, le ministre Jambon continue. Vous le savez, parce que vous savez lire. Lisez l'accord de gouvernement. Donc, le ministre dit « Monsieur de Witte, vous savez lire, Monsieur de Witte. Lisez l'accord de gouvernement. » Et que fait Kim de Witte ensuite? Qu'est-ce qu'il fait, Kim de Witte? Il commence à lire, et pas son propre texte. Non. Kim de Witte, il va lire l'accord de gouvernement qui confirme que le malus pension sera bien mis en place. Seuls ceux qui ont travaillé 35 ans avec 156 jours de travail effectif par an éviteront cette pénalité. Mais au moins un tiers des travailleurs ne rempliront pas ces conditions. Et Kim de Witte alerte également. Les personnes qui ont été malades pendant leur carrière seront pénalisées. Les jours de maladie ne seront pas assimilés à des jours de travail effectif et ne permettront donc pas d'atteindre le minimum requis de 156 jours par an. Si vous avez été malade pendant votre carrière, vous risquez une pénalité sur votre pension. Voilà. Comme si tomber malade était un choix. Et c'est pas fini. Jambon recommence à crier. Arrêtez de raconter des mensonges. Informons les citoyens correctement. Donc arrêtez de raconter des mensonges, informons correctement les citoyens. C'est totalement surréaliste, quoi. Donc, je répète, le gouvernement écrit un accord. Et dans cet accord, il est écrit, noir sur blanc, que 1, ils vont introduire un malus pension pour ceux qui prennent une pension anticipée sans remplir certaines conditions. Et 2, les jours de maladie ne sont pas assimilés au travail effectif. Et donc, puis un député lit cet accord mot pour mot et le ministre hurle que ce sont des mensonges, des fake news, une inflation de tromperie. Mais Kim de Witte reste calme, il est comme ça. Et après 40 heures de débat, le ministre Jambon est obligé d'admettre, écoutez... Monsieur de Witte, je dois commencer par m'excuser. Pour moi, le dossier des pensions est encore assez nouveau. Hier, il était déjà tard. Je vais donc clarifier les choses, car vous avez en partie raison concernant la prise en compte de la maladie dans les périodes assimilées. Mes excuses, l'erreur est humaine. Bon, donc le ministre, il traite Kim de Witte comme menteur, de diffuseur de fake news. Mais bon, l'erreur est humaine et en plus, je suis pas tellement spécialisé dans le dossier des pensions, pas spécialisé. Toi, tu es le ministre des pensions, quoi. Et tout ce débat, cher ministre, concerne des personnes qui exercent des métiers pénibles. Les ouvriers du bâtiment, les soignants, le personnel du nettoyage, les accompagnateurs de train, les chauffeurs de bus et bien d'autres. Tous ces travailleurs et travailleuses dans des secteurs physiquement éprouvants qui ne peuvent tout simplement pas travailler jusqu'à 66 ou 67 ans. Beaucoup entre eux ont déjà connu des périodes d'incapacité de travail au cours de leur carrière. Et surtout les femmes. C'est eux qui risquent d'être encore plus touchés. Elles travaillent plus souvent à temps partiel, pas toujours par choix, mais parce qu'elles doivent jongler entre le travail et les responsabilités familiales. Voilà la réalité. Et ce n'est pas tout. Certaines forces au sein de ce gouvernement ont choisi de crier aux fake news dès qu'une de leurs mesures est critiquée. Mais personne n'a voté pour travailler plus longtemps, pour une plus petite pension. Personne
Il a voté pour supprimer les primes pour le travail de nuit entre 20h et minuit dans le secteur de la distribution. Personne n'a choisi l'introduction d'un malus pension. Personne n'a choisi que l'argent des pensionnés, des malades de longue durée et des réfugiés soit désormais consacré à la guerre et aux fabricants du F-35. Donc après tout cet incident autour des fake news, où le gouvernement et le ministre Jan Jambon ont dû admettre leur tort, on aurait pu s'attendre à un débat plus civilisé la semaine suivante. Mais ce ne fut pas le cas. La semaine dernière, ce fut au tour du chef de groupe de Vooruit. Il s'appelle Oscar Seuntjes, des socialistes flamands. Et lui, il entre en scène. Il est venu soutenir premier Bart de Wever dans le débat. Et qu'a dit Seuntjes? Ne vous trompez pas, ce sont toujours les extrêmes qui mettent le feu aux poudres, qui opposent les gens les uns contre les autres, qui diffusent des fake news et qui surtout se dérobent au lieu de vraiment protéger les citoyens. Oui, ça, lui, c'est du lourd, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Nous, avec Arizona, nous protégeons les gens, dit-il. Comment ça, nous protégeons les gens? Ce gouvernement supprime les primes de nuit, oblige les gens à travailler plus longtemps, fait des économies sur le dos des malades de longue durée, relègue les nouveaux arrivants au statut de citoyen de seconde zone, introduit un malus pension. Mais bien sûr, c'est le PTB qui met le feu aux poudres, qui diffuse des fake news, qui se dérobe. Dérobe? Quoi? Dérobe? Allô? Jan Jambon et le gouvernement de M. Seuntjes viennent tout juste admettre leur propre erreur. Et donc, ce que fait Seuntjes, c'est simplement lire un framing préparé sur une fiche de débat. Extrémiste et fake news. Et donc, chaque fois que quelqu'un formule une critique de fond, on appuie sur play et on sort le même disque. Extrémiste et fake news, extrémiste et fake news. Travailler plus longtemps pour une plus petite pension, fake news. Ce n'est pas tenable pour les travailleurs, c'est fake news. Les jours de maladie ne comptent pas comme des jours assimilés pour le malus pension, fake news. Bon, ça devient simplement ridicule, quoi. Et ce genre de manœuvre ne freinera pas le mouvement non plus. Les gens ne sont pas idiots. Ils comprennent très bien les mesures qui sont prises. Et donc, une nouvelle grève est déjà annoncée pour le 31 mars. Et plus le gouvernement tentera de masquer ses propres décisions, plus la colère grandira. Les gens n'ont pas seulement manifesté contre les mesures sur les pensions du gouvernement, mais aussi contre le fait que le gouvernement Arizona n'a pas la moindre ambition d'introduire un véritable impôt sur la fortune, préférant une taxe sur les plus-values insignifiantes qui épargne presque totalement les millionnaires. C'est tout simplement absurde. Lorsqu'on économise des milliards sur la sécurité sociale, on investit de plus en plus dans notre armée et dans l'industrie de l'armement. On suit aveuglément la politique de guerre agressive de Trump. C'est totalement absurde. Et oui, ce manifestant a raison, tout à fait raison. Parce que l'Arizona n'est pas juste un gouvernement qui fait quelques économies ici et là-bas. L'Arizona incarne un véritable projet de société, fondé sur une vision cohérente aussi, et une volonté d'imposer un modèle de société de droite, égoïste et militariste. Eux, ils ont une vision taillée sur mesure pour les ultra-riches, au détriment des travailleurs et des plus vulnérables. Le week-end dernier, Theo Franke, c'est lui le nouveau ministre de la Défense, il a donné une interview à De Tijd, donc c'est l'Echo du côté néerlandophone, un journal boursier. Et qu'est-ce que Theo Franke, ministre de la Défense, a dit dans De Tijd? Je cite littéralement. Nous avons ri des Américains pendant des années, leur pauvreté, leurs addictions, l'absence de filets de protection sociale ou encore le fait qu'ils doivent payer $1000 pour aller chez le dentiste. Nous ne voulions pas vivre là-bas parce qu'ils consacraient tout leur argent à la sécurité. Bien sûr, il est beaucoup plus agréable de dépenser de l'argent pour les pensions, l'assurance chômage, un modèle cubain où l'on peut acheter un grand sac de médicaments pour 13 € à la pharmacie. Mais au final, qui a raison? Theo Franke, il se demande qui a raison. Donc, les États-Unis possèdent 850 bases militaires à travers le monde.
ils sont intervenus dans tous les conflits possibles. Ils ont soutenu des coups d'État partout. Le renversement du premier ministre Mossadegh en Iran, 1953, vraiment un succès ça. Le coup d'État contre le président Arbenz au Guatemala, 1954. L'assassinat du premier ministre Lumumba au Congo, 1961, avec l'aide d'ailleurs des coloniaux belges. L'invasion de la baie de Cochon à Cuba, 1961 aussi. Le coup d'État au Brésil, 1964. Le soutien au coup de sanglant de Suharto en Indonésie, 1965. Le soutien au coup d'État de Pinochet en Chili, 1973. L'invasion de la Grenade, 1983. L'invasion du Panama, 1989. Le coup d'État contre Evo Morales en Bolivie en 2019. La liste est vraiment interminable. Mais bon, voilà notre nouveau modèle. Eux, ils ont consacré tout leur argent au complexe militaro-industriel, dit Theo Franke. Mais en même temps, des millions de personnes n'ont même pas accès à une sécurité sociale de base. Et une génération entière est tombée dans l'addiction aux opioïdes les plus destructeurs. Aujourd'hui, 6 à 7 millions de personnes sont dépendantes d'antalgiques comme l'oxycontin, le Vixodin ou d'opioïdes synthétiques comme le fentanyl. Il y a plus de 100 000 morts par an, 100 000 morts par an aux États-Unis à cause des overdoses principalement liées au fentanyl. Mais bon, Theo Franke, il se demande qui a raison. Ils ont raison, payer $1 000 pour aller chez le dentiste. Ils ont raison. Donc Theo Franke répète depuis des semaines que consacrer 2% de notre richesse à la défense ne suffira pas, qu'il faudra encore ajouter des milliards et qu'on ferait bien de s'inspirer de la machine à l'inégalité qu'est les États-Unis. Mon Dieu. Toute cette idée d'ailleurs, selon laquelle nos dépenses militaires seraient trop basses, c'est tout le contraire. Entre 2017 et 2024, nos dépenses militaires ont doublé. En Belgique, doublé, passant de 3,5 milliards d'euros à 7,4 milliards d'euros. Doublé, 3,5 milliards en plus, comme si de rien n'était. Mais pour Theo Franke, ce n'est toujours pas suffisant. L'Arizona veut encore augmenter ce montant pour atteindre 13,4 milliards d'euros. Donc encore 5 milliards d'euros de plus, comme si de rien n'était. Bon, on ira les chercher dans la sécurité sociale, lui, il dit Theo Franke. Et lui, il dit que la sécurité sociale est trop généreuse. Moi, désolé pour les pensionnés, désolé pour les malades de longue durée. Cet argent servira à acheter de nouveaux avions F-35. Mais vous le savez, il y a déjà 34 avions de chasse F-35 commandés auprès de l'américain Lockheed Martin. Ces appareils coûtent au total 4 milliards d'euros, soit en moyenne plus de 100 millions d'euros par avion. Et qu'a déclaré Theo Franke encore dans de tête le week-end dernier, je cite, « Il est évident qu'une demande pour des F-35 supplémentaires va émerger. Je vais l'intégrer dans mon plan stratégique. Que je veux finaliser pour le sommet de l'OTAN en juin. » Bon, comment ça, il est évident que nous allons encore en acheter d'autres. Comment ça, il est évident? Aujourd'hui, les États européens dépensent déjà 326 milliards d'euros par an pour la défense, soit 3 fois plus que la Russie. Et pourquoi faudrait-il dépenser 4 fois plus que la Russie? Et pourquoi cela garantirait-il une plus grande sécurité? 3 fois plus de plus, c'est pas sécure, mais 4 fois de plus, oui. Ça, c'est vraiment sécure. Pourquoi? Les seuls à en profiter, ce sont Lockheed Martin et les fabricants d'armes. Et en plus, qui va payer tout ça? Oui, la sécurité sociale, bien sûr. C'est apparemment la réponse à tout. Dans Humo, Theo Franke a déclaré, je cite, « Prendre quelques milliards sur un budget de 200 milliards, ce n'est quand même pas inhumain. Cette sécurité sociale est trop grasse. » La sécurité sociale est trop grasse. Littéralement, trop grasse. Wow. Ces 30 dernières années, on n'a fait que tailler dedans.
une à une, les cotisations patronales ont été réduites et cette politique de cadeaux aux grandes entreprises continue sans relâche. Bof, on prélève quelques milliards pour du matériel de guerre et ce n'est pas si grave, dit Franken. Et donc, c'est quoi donc la stratégie de Theo Franken? Où veut-il en venir? Et donc, de tête, le journal Boursier pose, lui, la question. Bon, monsieur Frank, vous avez parlé de la stabilité, mais le président Trump peut-il vraiment obtenir la stabilité en menaçant le Groenland? Ouais, c'est une question logique quand même. Hein? Est-ce que Trump a garanti la stabilité en menaçant le Groenland? Mais quelle est la réponse de Franken? Je cite, dans de tête, Franken, je peux comprendre cela. Avec le réchauffement climatique, l'activité dans le nord ne fera qu'augmenter, que ce soit pour les routes maritimes ou l'exploitation des ressources. Les Danois sont certes de courageux vikings, mais ils restent petits. Et moi, je préfère que les Américains gardent un œil sur la situation là-bas. Fin de citation. Donc, vraiment, donc, c'est notre ministre de Défense. Qu'est-ce qu'il dit? Il défend rien du tout. Donc, parce que Trump veut annexer le Groenland, un territoire qui fait partie de l'Europe et de Danemark depuis 800 ans. Et Theo Franken, oui, moi, je peux comprendre ça, oui, c'est pas grave quand même. Il peut comprendre que Trump ait des vues sur les ressources de Groenland, oui, et ces Danois sont peut-être courageux, mais beaucoup trop petits. Laissons donc les États-Unis gérer tout ça. Donc, il défend quoi? Il défend rien du tout, quoi, Franken. Bien au contraire, Franken plaide presque pour la colonisation de Groenland par Trump. Et c'est notre ministre de Défense. Allez, c'est vraiment invraisemblable. Mais c'est malheureusement pas tout. Dans l'accord du gouvernement de l'Arizona, les États-Unis sont littéralement désignés comme, je cite, le principal partenaire de la sécurité mondiale. Wow, je vais relire ça. Hein? Donc, accord gouvernemental de l'Arizona, États-Unis, ce sont les principaux des États-Unis, c'est le principal partenaire de la sécurité mondiale. Wow. Et donc, toutes ces formations politiques, donc le NVA, le ML, les engagés, le CD&V, Vooruit, ils ont toutes approuvé cette position, les États-Unis, comme principal garant de la sécurité mondiale. Mais comment on peut écrire une telle chose? Et quelqu'un a suivi encore l'actualité récemment. Trump, il veut annexer le canal de Panama en tant que territoire américain. Moi, belongs to me, c'est à moi. Trump considère que le Canada devrait devenir le 51e État des États-Unis. Moi, Canada, c'est un État des États-Unis. Trump veut occuper Gaza et non, pas acheter, acheter. Donc, il y a eu une conférence de presse il y a une semaine où on demande à Trump, mais Trump, tu veux, Mr. Trump, Président Trump, est-ce que tu veux acheter le Gaza? Lui, il répond honnêtement, non, acheter, il n'y a rien à Gaza, je ne vais pas acheter, c'est à moi, je vais le posséder, littéralement, posséder. Donc Trump mène une politique expansionniste, agressive. C'est jouer avec des torches enflammées au-dessus d'un baril de poudre. Ça, c'est Trump. Et qu'est-ce que notre gouvernement dit? C'est notre ami, quoi. C'est notre meilleur partenaire. Les États-Unis garantiront la sécurité mondiale. Et oui, le Groenland, allons-y. Ces Danois sont trop petits. Laissons les Américains s'en occuper. Je vais vous dire, nous avons un gouvernement dangereux. Un gouvernement militariste qui veut suivre Trump dans sa nouvelle guerre froide. Et cela sera payé avec nos pensions, avec vos soins de santé, avec votre sécurité sociale. Ou ça ne va pas être payé. Et tout ça dépendra de vous. Tout ça dépendra de la résistance et de la force de la grève générale du 31 mars. Des millions de Congolais ont été tués, déplacés et appauvris en raison de la guerre, de la déstabilisation, de la surexploitation et du pillage violent des minerais.
Nous discutons avec Mark Botenga, membre du Parlement européen, de la situation actuelle à l'est du Congo et de la guerre en cours, mais aussi de l'histoire plus large du Congo, du colonialisme et de l'assassinat de Patrice Lumumba. Bonjour Mark. Bonjour. Mark, depuis 1998, plus de 6 millions de personnes ont perdu la vie dans le conflit en République démocratique du Congo. Et donc, le pays souffre de perturbations constantes, de pression néocoloniale, du pillage de ses ressources naturelles et de violations répétées de son territoire. Mais bien que le Congo soit l'une des régions les plus riches du monde en ressources naturelles, il occupe maintenant la place à la fin de la liste, quoi. Donc, un paradoxe qui n'est sans doute pas étranger à ces immenses richesses minières, parce que la République démocratique du Congo regorge des métaux parmi les plus rares et les plus précieux au monde. Hein. Coltan, tantal, diamant, cobalt, pour n'en citer quelques-uns. Et cette guerre est-elle alimentée par la convoitise et la cupidité? S'agit-il en réalité d'une lutte acharnée pour le contrôle de minerais du sang qui seront vendus à l'Occident? Mais totalement, il s'agit de ça. Il faut savoir que ces minerais sont absolument essentiels pour plein d'industries. On parle souvent du téléphone, à juste titre, mais les batteries aussi sont nécessaires à quoi? À toute la transition verte, le Green Deal européen, soi-disant. Donc toute cette transition écologique verte serait impossible sans ces minerais-là. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de l'armement, l'investissement militaire, etc. Ben, sans ces minerais-là, en fait, on n'y arrive pas. L'aérospatial, donc tout ce qui a à voir avec le programme spatial, ben, ces minerais-là sont essentiels. Donc il s'agit vraiment de minerais essentiels sur lesquels les multinationales européennes veulent mettre la main. Oui, et peut-être pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir dans le passé. Donc, ce mois-ci, donc en février, il y a exactement 140 ans, le chancelier allemand Otto von Bismarck réunit les dirigeants européens et des représentants des États-Unis à Berlin. C'est 1885, et ils sont assis autour d'une grande carte du continent africain et ils commencent à la diviser. Ils se disent, oui, le fleuve Zambèze sera à moi et cette région sera à toi. Et ce n'est même pas une bataille, c'est plutôt une sorte de conspiration. Et le roi belge est là aussi. Hein. Donc, Léopold II, et lui, il revendique le roi belge pour lui-même. Toute la région riche autour du fleuve Congo, c'est une région hautement lucrative, avec des minéraux, avec des métaux qui sont importants, aussi avec des terres agricoles qui vont être converties par Léopold II en plantations d'arbres à caoutchouc, qui est vraiment important. Le caoutchouc est important pour la révolution industrielle, pour les pneus, donc pour le transport. Et donc, lui, Léopold II, lui-même, il réalise des profits colossaux avec ce modèle-là. Mais de l'autre côté, il y a la population congolaise. Il y a entre 5 et 10 millions de personnes qui ont perdu la vie sous son règne, sous le règne de Léopold II. Et on se demande, est-ce que cette histoire d'exploitation, est-ce que ça joue encore aujourd'hui? Évidemment, ça a gravement impacté d'abord le Congo, parce que juste avant l'indépendance, ils ont encore rapatrié en Belgique plein de profits, plein d'argent, mais surtout les pays européens, l'Union européenne ensuite, n'ont jamais vraiment accepté l'indépendance africaine ou l'indépendance des pays africains. Ça veut dire qu'ils ont essayé de garder la main sur le continent africain. Les Français l'ont fait de manière très visible, ils ont imposé en Afrique de l'Ouest même leur propre monnaie qui contrôlait le franc CFA, mais aussi ailleurs, quand le Congo parlait d'une loi pour contrôler ses propres mines, ses propres richesses, en fait, la Belgique intervenait, donnait soi-disant des conseils. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit à l'est du Congo, en fait, c'est quelque part une continuation de cette idée totalement fausse, inacceptable, que les matières premières, les richesses naturelles congolaises n'appartiennent non pas au peuple congolais, mais quelque part à une multinationale européenne, occidentale quelconque. Ok, Marc, tu parlais sur contrôler soi-même les richesses naturelles. Donc, on a connu 1960, l'indépendance de la République démocratique du Congo. On a connu Patrice Lumumba, un homme charismatique. Il voulait notamment ça.
il souhaitait que la République démocratique du Congo puisse enfin décider elle-même de l'usage de ses richesses et ses vastes terres agricoles et fixer elle-même le prix de son cuivre, de son caoutchouc, de son uranium. Et donc, c'est exactement le contraire du passé, parce qu'il y a eu cette grande firme belge, donc l'Union minière du Haut-Katanga, a été fondée en 1906. Et cet monopole a eu la position monopole sur l'exploitation du cuivre et d'autres minerais dans le Katanga. Et donc, le cuivre du Katanga était très recherché à l'échelle mondiale et constituait une ressource clé pour la croissance industrielle. Donc, l'Union minière profitait d'une main-d'œuvre forcée à bas coût, faisant travailler les ouvriers dans des conditions extrêmement dures pour des salaires misérables. Et donc, la Belgique s'est enrichie grâce à cette exploitation. Donc, il y a eu des milliards qui ont été extraits du Congo. Et donc, le monde m'a dit, non, on doit arrêter avec tout ça. On va contrôler nous-mêmes les prix, nos ressources, on va le contrôler nous-mêmes. Et qu'est-ce que la Belgique va faire? Elle va détacher de force la province minière du Congo, avec d'ailleurs le soutien de l'Union minière et le soutien des États-Unis, qui voulaient contrôler les mines d'uranium dans la région, parce que ces mines-là étaient utilisées par les États-Unis pour l'uranium, pour fabriquer les bombes atomiques. Et donc, ce que je veux dire, c'est tenter de s'approprier les régions riches en minerais du Congo n'a donc rien de nouveau aujourd'hui. Rien de nouveau aujourd'hui, parce que dès le moment où Lumumba était contre la scission du Congo, contre la balkanisation du Congo, et dès le moment qu'il était contre, il a été assassiné. Et donc, après, on a vu venir le néocolonialisme avec l'installation de Mobutu. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Le néocolonialisme. Le néocolonialisme, c'est le colonialisme sous une forme nouvelle. Hein, c'est là que vient néo. Et c'est quoi cette forme nouvelle? C'est que oui, formellement, il y a une indépendance, mais en réalité, on va continuer à s'ingérer politiquement, entre autres, hein, aussi économiquement. Mais donc, on va mettre un dirigeant à la tête qui sera loyal à l'Occident ou à l'Europe et qui va faire des projets, accepter des projets qui ne seront pas dans l'intérêt des populations locales. Hein, des grands projets qui seront faits alors par des entreprises belges, européennes et autres. Et on va dire, ça, tu vas le financer en créant de la dette. Donc, on va pousser le pays aussi dans la dette. On va rendre le pays dépendant. On va faire des grands projets, des barrages et autres qui ne serviront pas au peuple congolais. Et en même temps, on va créer une dette. Et une fois que le pays sera complètement endetté, on va dire, là, toutes les entreprises que vous avez nationalisées au moment de l'indépendance, hein, sur lesquelles vous avez repris le contrôle, aujourd'hui, vous allez devoir les vendre. Et donc, on va vendre en fait le pays formellement à des entreprises étrangères. Et donc, ça, c'est une forme de néocolonialisme qui, aujourd'hui, est toujours là, parce que la question de la dette, elle n'est pas partie. Donc, revenons à aujourd'hui. Donc, les rebelles du M23, qui sont soutenus d'ailleurs par le Rwanda, ont pris le contrôle de la ville congolaise de Goma. Et Goma est situé sur le lac Kivu et à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province de Nord Kivu, une région particulièrement riche en minerais et en métaux. Et donc, les scènes là-bas, ils sont horribles, quoi. Donc, il y a la ville qui est coupée de l'eau, de nourriture, de soins médicaux, de l'électricité, d'Internet. Il y a la menace de maladies et d'épidémies qui est immense pour le moment. Il y a au moins 700 000 personnes qui ont déjà pris la fuite. Et donc, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde contre le risque d'une guerre régionale de plus grande ampleur. Comment vois-tu cette situation, ce risque d'une guerre plus large? Mais ce risque d'escalade est là, mais il est là en premier lieu à cause de l'ingérence des puissances occidentales. Parce qu'il faut voir un peu la carte. Hein. Quand vous regardez la carte, en fait, le Congo est un pays immense. C'est un pays, quand on le colle sur l'Europe, ça fait 2/3 de l'Europe plus ou moins, donc 80 fois la Belgique, tandis que le Rwanda est un pays relativement petit juste à côté. Sans le soutien des puissances étrangères, le Rwanda n'arriverait pas
à déstabiliser de manière si durable, en fait, la République démocratique du Congo. Et donc, ce que nous, on doit dire, c'est qu'en fait, on doit arrêter cette ingérence, on doit arrêter ce soutien militaire, ces manigances, en fait, et on doit dire, écoutez, les solutions doivent être trouvées sur place. Ça veut dire qu'il doit y avoir une solution locale congolaise et une solution régionale avec les différents acteurs, les différents pays de la région. Oui, donc l'exploitation des ressources congolaises s'accompagne aussi avec une violence inouïe. Donc il y a les femmes et les enfants qui en sont les premières victimes. Le viol est utilisé de manière systématique comme une arme de guerre dans ce conflit. Et un reportage radio diffusé sur la RTBF il y a quelques semaines annonçait, je cite, au moins 160 femmes ont été violées et brûlées vives à Goma. Voilà, 160 femmes ont été violées et brûlées vives. Comme si ce n'était rien, quoi. C'est juste un reportage radio. Et donc, ces atrocités sont commises par le M23, soutenues par le Rwanda. Mais en même temps, l'Union européenne a signé des accords de coopération militaire avec le Rwanda. En 2024, donc l'année passée, l'Union européenne a accordé 20 millions d'euros d'aide militaire au Rwanda. Donc, de tels accords de coopération militaire ne reviennent-ils pas à légitimer cette violence? Comment toi, tu le vois? Mais bien sûr. On peut pas. Donc l'Union européenne dit oui, c'est vrai que c'est 20 millions, plus 20 millions, donc on a déjà 40 millions. Mais c'est pour ce que fait l'armée rwandaise au Mozambique. Au Mozambique, où l'armée rwandaise protège, à mon avis, surtout les investissements des grandes multinationales françaises. Mais c'est une autre histoire. Mais dit l'Union européenne, c'est vrai qu'on soutient l'armée rwandaise, mais uniquement pour ce qui se passe au Mozambique. Mais c'est évidemment une fiction. Vous imaginez bien que vous ne pouvez pas financer une armée et dire à cette armée, mais vous occuperez que d'un pays et ça ne touchera pas vos opérations dans un autre pays. Et on a déjà vu qu'il y a notamment un commandant qui a été déplacé, un commandant rwandais qui a été déplacé du Mozambique vers l'est du Congo. Et donc, c'est une coopération qui nous rend complices directement. Et il y a des pays qui font encore pire. Par exemple, la Pologne, maintenant, a été promettre au Rwanda tout son soutien militaire et même des technologies de pointe, technologies militaires de pointe comme des drones et autres pour soutenir le Rwanda. C'est vraiment inacceptable, ça nous rend complices de toutes les scènes que tu viens de décrire qui sont horribles, de toute cette violence. On ne peut pas être complice de ça quand même. Mais la journaliste du soir, Colette Brackman, a appelé ça dantesque, donc l'enfer, ce qui se passe. Mais ce n'est pas seulement la coopération militaire, c'est aussi l'Union européenne qui a signé un protocole d'accord avec le Rwanda concernant la fourniture de matières premières stratégiques, ils sont bien clairs, dont le coltan, le métal qui est essentiel à l'industrie numérique. Et donc, par cet accord aussi, l'Union européenne soutient activement la déstabilisation du Congo. Donc, mais toi, tu as toujours dénoncé cet accord et au final, tu as aussi réussi à obtenir sa suspension, non? Donc, peux-tu expliquer un petit peu comment cela s'est passé? Oui, on a tout de suite dénoncé cet accord. Pourquoi? Parce que les Nations Unies, depuis des années, disent que le Rwanda vole ses ressources au Congo en grande partie. Ça veut dire que le Rwanda, aujourd'hui, exporte davantage de ressources, notamment de coltan, qu'il n'en produit. Ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a de la contrebande. Donc on le sait, le M23, ce mouvement rebelle soutenu par l'armée rwandaise, contrôle une mine, prend ses ressources et les exporte illégalement via le Rwanda. Et donc au Rwanda, il y a même une petite étiquette parfois qui est collée « Made in Rwanda », produit au Rwanda, mais de manière fausse. Et donc, quand vous allez faire un accord avec le Rwanda, avec le gouvernement rwandais en disant « Vous inquiétez pas, on va vous garantir que ces ressources arrivent sur le marché international », évidemment, vous encouragez. Et donc, on l'a vu tout de suite après l'accord, le M23 a été conquérir une nouvelle mine de coltan au Congo, la plus importante à Rubaya. Nous, on l'a dénoncé dès le début, on a dit « Mais quelle hypocrisie !» Au début, on était seuls. Mais grâce à la mobilisation, grâce à l'indignation et au fait qu'on a fait connaître cet accord aussi, on a réussi maintenant effectivement à garantir une majorité au Parlement européen, une large majorité qui a demandé la suspension de cet accord honteux. Mais ça ne veut pas dire qu'il a été suspendu. Parce que il y a la majorité quand même. Oui, il y a la majorité au Parlement, mais sais-tu, l'Union européenne n'est pas une grande démocratie où ce qui est voté est appliqué. Et donc la Commission européenne et les gouvernements européens doivent agir. La Commission européenne n'a toujours pas dit qu'elle allait écouter le Parlement. Et donc cet accord continue. Et c'est là où cette complicité continue aussi. Ok, Marc, ces 25 dernières années, ce conflit a déjà fait
plus de 6 millions de morts. Et il y a quelque chose, une hypocrisie totale, parce qu'en réalité, les grandes puissances occidentales ne soucient absolument pas la souffrance des populations, des droits humains, ni des vies humaines, parce que ça passe 6 millions de morts. Et pourtant, on continue à Bruxelles, à Paris, à Berlin, à Washington, de donner des leçons à l'Afrique en lui dictant ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire, etc. Et donc, aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'une intervention militaire occidentale pour arrêter les violences. Et de l'idée que la Belgique aussi devrait prendre les devants. Donc, mais n'est-il pas paradoxal que l'ancien colonisateur de Rwanda et de Congo, la Belgique, envisage maintenant d'intervenir militairement, alors qu'au même moment, l'Union européenne continue de soutenir le Rwanda et on a l'impression, Marc, que les dynamiques internes congolaises et africaines ne sont jamais respectées. On a l'impression que les pays occidentaux cherchent avant tout à manœuvrer pour garder la main mise à la fois sur le Rwanda et sur la République démocratique du Congo. Comment perçois-tu cela? Mais c'est absolument cela, évidemment. Et c'est une absurdité ce qu'ils sont en train de dire, parce qu'il faut se rendre compte que cette guerre pourrait se terminer très rapidement. En 2012, le mouvement rebelle M23 avait été défait pratiquement. Pourquoi? Parce que d'une part, l'armée congolaise les avait battus militairement grâce aussi au soutien de l'Afrique du Sud, etc. Mais d'autre part, parce que l'Occident avait dit au Rwanda, arrêtez un peu de soutenir ce mouvement, on va suspendre le financement. Et donc, en quelques mois, en fait, ce conflit, ce M23 s'était effondré. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On ne va pas arrêter de soutenir le Rwanda, parce que ces accords sont toujours en place, mais nous allons peut-être envoyer l'armée française, belge, etc. à occuper. C'est quoi? Ça, c'est du colonialisme vieux style. Pourquoi est-ce que ces troupes iront là? Pour combattre des troupes à qui nous envoyons des armes en parallèle? Donc c'est totalement absurde. En fait, ce qu'ils veulent faire, ces troupes-là ne serviraient qu'une chose, c'est de garantir la mainmise occidentale européenne sur les ressources qui devraient appartenir aux Congolais. Et donc ça, il faut vraiment que nous, on insiste dessus. Les richesses naturelles du Congo appartiennent au peuple congolais. Et que ce soit l'Union africaine, que ce soit les différentes coopérations régionales, peuvent ramener la paix si nous, on arrête de fournir les armes, l'argent pour cette guerre. Voilà, les mots sages du député européen Marc Botenga. Merci Marc. Merci à toi. Vous avez écouté Tout bascule, où nous apportons des nouvelles et des points de vue à ceux et celles qui veulent comprendre et changer le monde. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Retrouvez également les épisodes en vidéo sur la chaîne YouTube de Facto. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.